La leçon d'aujourd'hui va porter sur la Mésopotamie. Alors, mon exposé comprendra plusieurs parties. Tout d'abord, je vous expliquerai depuis quand et dans quelles conditions l'assyriologie est née. Dans un deuxième temps, il sera question de l'environnement de cette vaste région. Ensuite, j'essaierai de reprendre les grandes dates, les grandes périodes de l'histoire de la Mésopotamie, avant d'aborder les aspects liés à la civilisation, à la société et à la région. Voilà donc les aspects que je compte traiter avec vous aujourd'hui. Alors je commence donc tout d'abord par l'assyriologie. Alors c'est un terme que l'on utilise alors que pour définir l'histoire, enfin la recherche sur l'histoire de la Mésopotamie, alors que quand vous entendez ce terme, vous pourriez croire qu'il ne concerne qu'un des peuples de la Mésopotamie, c'est-à-dire les Assyriens. Bien pas du tout. Quand on parle d'assyriologie, ça concerne aussi bien l'histoire des Sumériens que l'histoire des Babyloniens ou l'histoire bien sûr des Assyriens. Donc c'est déjà une première précision terminologique qu'il s'agit de fixer avant mon exposé. Alors depuis quand s'intéresse-t-on à l'histoire de la Mésopotamie? Eh bien je dirais cette histoire, cet intérêt est postérieur d'une trentaine ou d'une quarantaine d'années par rapport à l'histoire de l'Égypte. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, un certain nombre de chercheurs s'intéressent à une écriture que l'on trouve dans cette région et qui est l'écriture cunéiforme. Alors, ce sont essentiellement des consuls de France ou d'Angleterre, qui étaient là pour représenter les intérêts de leur pays, qui vont s'intéresser donc à l'histoire de cette région, de cette vaste région. Alors, le problème était assez complexe pour essayer de comprendre ces caractères. Plusieurs civilisations, plusieurs peuples ont utilisé les caractères cunéiformes. On est parti tout à fait logiquement du peuple qui parlait une langue proche des Européens, c'est-à-dire les Perses. Et le persan, à l'époque du grand empire achéménide, donc 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, eh bien les persans utilisaient donc les caractères cunéiformes. En fait, ces caractères cunéiformes ressemblent, je dirais, à des clous ou à des coins. Je vais vous en faire un petit dessin au tableau. Donc, ils ont cette forme-ci. Alors, c'est l'addition ou l'adjonction de ces signes-là, 2, 3, 4, verticalement, horizontalement, qui donnent lieu, dans un premier temps, à des idées, puis ensuite à des syllabes. Autrement dit, quand vous voyez un signe cunéiforme, eh bien, il représente donc une syllabe, la plupart du temps. Et ces syllabes sont répétées d'un mot à l'autre de telle manière que l'on ne perd pas le fil de l'écriture. Voilà. Alors, ces caractères cunéiformes ont d'abord été décryptés à partir du persan, donc la langue qui était parlée dans l'empire achéménide au 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ. De là, on a pu transférer la connaissance de ce déchiffrement, donc des syllabes, de ces signes qui donnaient lieu à des syllabes, vers des langues sémitiques, c'est-à-dire vers le babylonien, vers l'assyrien, qui sont en fait des dialectes d'une langue unique que l'on appelle l'akkadien, avec 2 K, et qui sont des langues qui sont cousines de l'arabe et de l'hébreu. Ensuite, dans un troisième temps, on est remonté dans le temps, et on a pu remonter au 3e millénaire avant Jésus-Christ pour décrypter le sumérien. En effet, ce sont les Sumériens qui, au début du 3e millénaire avant Jésus-Christ, ou à la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ, qui ont inventé cette écriture. Ils l'ont transmise
aux Babyloniens et aux Assyriens, et ensuite, donc, aux Perses. Mais les Sumériens ne sont pas des Sémites. Autrement dit, on comprenait l'écriture, donc on savait à quel son chacun des signes correspondait, sauf que l'on ne comprenait pas la langue. Parce que ce n'est ni une langue indo-européenne, comme le cas du persan, du vieux persan, ou de la langue des Hittites, qui était un peuple qui vivait en Asie mineure au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, et ce n'était pas donc non plus une langue sémitique comme l'acadien, le babylonien et l'assyrien en l'occurrence. Voilà. Et on est parvenu à comprendre à partir des quelques témoignages, des quelques tablettes en argile cuites que l'on a trouvées du troisième millénaire, on a pu comprendre cette civilisation qui est antérieure à toutes les autres. Voilà. Alors, à côté de ces sources écrites, vous avez bien entendu des sources archéologiques, mais qui sont beaucoup moins nombreuses que pour l'Égypte ancienne. Pourquoi? Parce que les Mésopotamiens, sauf pour les périodes les plus récentes, ne construisaient pas en pierre, sauf quelques palais, mais dont il ne nous reste pas grand-chose, tandis que les temples et les villes et les maisons étaient construites à partir de briques crues. Et par conséquent, tout cela a disparu avec le temps. Donc on a beaucoup moins de témoignages archéologiques que pour l'Égypte ancienne. Donc si vous allez en Irak ou dans l'est de la Syrie, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes témoignages, des témoignages aussi nombreux sur le plan archéologique que pour l'Égypte ancienne. Voilà. À côté évidemment de ces sources-là, vous avez aussi des sources, les premières sources qui ont été utilisées, ce sont les textes anciens d'Hérodote du 5e siècle, qui a beaucoup voyagé dans l'Empire perse à cette époque-là, et qui a rapporté des témoignages non seulement pour l'Égypte, mais aussi pour la Mésopotamie. Et vous avez enfin le texte de celui qui est l'équivalent de Manéthon pour l'Égypte, qui vivait à l'époque hellénistique, et qui s'appelle Béroz. Voilà, qui écrivait en grec, mais qui lui-même était un Mésopotamien, au 2e siècle avant Jésus-Christ. Alors maintenant, je vais vous parler de l'environnement. Alors l'environnement en Mésopotamie est évidemment aussi important qu'en Égypte. En Égypte, je vous ai déjà dit que l'histoire de l'Égypte ne s'explique que par la présence du Nil. Le Nil qui donne la vie. En Mésopotamie, c'est la même chose, sauf que vous avez deux fleuves. Vous avez d'une part à l'ouest l'Euphrate, et vous avez à l'est le Tigre. Je vais vous faire une représentation très sommaire au tableau pour que vous voyez à quoi cela correspond. Alors, la Mésopotamie a grosso modo la forme d'un 8, dont les limites sont les cours des deux fleuves que je viens de vous citer. Grosso modo, je vous dis bien grosso modo, hein, vous avez la Mésopotamie ressemble en gros à quelque chose comme ceci. Voilà. Donc, elle est orientée nord-ouest, sud-est. Ici, vous avez le golfe Persique. Alors, l'Euphrate se trouve ici, le Tigre de l'autre côté. Vous avez ici ce que l'on appelle les monts Zagros. Le Tigre et l'Euphrate trouvent leur source dans les monts d'Arménie. Alors, la région fertile se trouve ici, le long des fleuves, bien entendu. Alors, surtout en contrebas des monts Zagros, puisque des monts Zagros descendent de nombreuses rivières. Vous trouvez également, bien entendu ici, ça va de soi,
Cette région-ci est très fertile. Pourquoi? Parce que l'on peut irriguer très facilement les terres. Il y a qu'à présent, on a dû évidemment creuser des canaux, puisque les deux fleuves se rapprochent, et donc c'est une région que l'on peut irriguer très facilement. Alors, dans le sud, là, on peut même mettre du vert partout, sauf que vous trouvez en aval, et que par conséquent, comment dirais-je, ces deux fleuves qui ont reçu, en tout cas surtout pour le Tigre, les eaux venant du Mont Zagros, dévalent et arrivent sous forme presque de torrents dans cette région-ci et vont inonder régulièrement cette partie-ci des terres. Donc ici, vous avez des marais. Alors là, on est dans une situation très différente de celle-ci. Pourquoi? Ici, il faut drainer. Donc là, il y a trop d'eau. Donc il faut drainer. Ici, il faut drainer, il faut établir des digues. Ça va? Pour éviter que le sol, la terre, ne soit complètement inondée. Cette situation est à l'origine d'un mythe très célèbre que l'on trouve dans la Bible, qui est le mythe du déluge. Alors, c'est sans doute pas un mythe, c'est même une légende, pour être plus précis, puisqu'il y avait des inondations très très fréquentes. Cette région-ci est très peu irriguée. C'est une région de steppe. Dans cette région-ci, on va trouver donc essentiellement des nomades. Dans cette région-ci, on va trouver des agriculteurs et des nomades. Et ici, on va trouver des agriculteurs, mais qui se trouvent dans des régions qui ne sont pas vraiment, je dirais, très salubres. Alors, lorsque vous voyez une carte actuelle, ici, je ne l'ai pas indiqué, mais j'ai trouvé une autre couleur. Voilà, je vais le faire aussi dans cette couleur-ci. Ici, c'est le désert. Ici, vous êtes sur la région de la Jordanie, ici l'Arabie, ici la Syrie. D'accord? Ici, je mets steppe. Que ce soit tout à fait clair. Voilà. Le D ici renvoie à des digues, c'est évidemment pas le désert. Voilà. Alors, quand vous comparez une carte actuelle à une carte ancienne, il y a quelque chose qui va vous frapper. C'est que la plupart des villes, je vais essayer de trouver encore une autre couleur, du rouge, je n'ai pas encore utilisé, je crois. Voilà. Alors, c'est que vous avez toute une série de sites archéologiques qui se trouvent ici. Et c'est la région de ce qu'on appelle le pays de Sumer. Pourquoi trouve-t-on les sites archéologiques ici et pas là? Alors que logiquement, le débouché naturel, je dirais, de ces villes aurait été la mer. C'est qu'en fait, dans le passé, le rivage se trouvait ici. Donc, dans l'Antiquité, en tout cas au 3e et 2e millénaire avant Jésus-Christ, l'eau allait jusqu'ici. Ce sont, ici, il y a pratiquement près de 200 km, entre 150 et 200 km. Tout ceci a été, je dirais, pris sur la mer par les terres qui, au fur et à mesure des siècles, ont été charriées par les fleuves, les deux fleuves. On a un petit peu la même situation qu'en Égypte, je vous l'avais déjà expliqué dans le passé, c'est que si vous regardez le delta du Nil, vous voyez en fait que ce sont des terres qui ont progressivement mangé la Méditerranée. Ce qui explique, sur une carte qui apparaît comme un mouvement et qui n'est rien d'autre qu'à, comment dirais-je, qu'un endroit où toutes les terres se sont déversées, un déversoir, si vous voulez. Voilà. Alors, toute cette région-ci, alors, je continue à utiliser du rouge, mais on ne voit pas tellement de différence avec le gras, malheureusement. C'est ce qu'on appelle le pays de Sumer, où s'est développée la première civilisation mésopotamienne. Vous y trouvez des villes importantes comme Lagash, comme Our ou comme Uruk. Our,
est la ville d'où serait parti Abraham au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, Our en Chaldée, et il serait parti de là, il aurait suivi le chemin de l'Euphrate, puis il serait descendu dans le couloir syro-palestinien avant d'arriver à proximité de la terre de Canaan, c'est-à-dire d'Israël, où les Juifs vont s'installer, puisque les Juifs étaient des tribus bédouines, des nomades. La partie qui se trouve ici, malheureusement je manque de couleur, hein, c'est ça mon gros problème. Alors je vais peut-être utiliser du blanc. Hein, voilà. Alors cette région-ci, c'est ce qu'on appelle la Babylonie, ou la moyenne Mésopotamie. Et enfin, cette région-ci, c'est ce que l'on appelle donc la Syrie. Alors remarquez que la Syrie, ça s'écrit en un mot, donc c'est L''Assyrie, à ne pas confondre avec le pays qui se trouve ici et qui est la Syrie. Hein? Surtout ne confondez pas les deux. Ça va? Alors il y a deux villes importantes en Assyrie. Il y a d'une part ici Ninive et il y a ici Assur. Ninive, il y a ici Assur. Ici, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, se trouve la ville de Babylone. La capitale actuelle de l'Irak se trouve ici, sur le Tigre, c'est Bagdad. Mais Bagdad n'existe pas, bien entendu. Voilà. J'espère qu'avec ça, vous avez un schéma de ce pays qui comprend donc trois parties. La basse Mésopotamie, en gros, c'est le pays de Sumer. La moyenne Mésopotamie, en gros, c'est la Babylonie. Et la haute Mésopotamie, en tout cas pour sa partie nord-est, c'est la Syrie. Voilà, en gros. Alors maintenant, on va essayer d'avancer un petit peu dans l'histoire de cette civilisation. Je vous ai dit qu'il ne suffit pas d'avoir un environnement favorable, encore faut-il que les hommes saisissent l'occasion qui leur est donnée, l'opportunité qui leur est donnée pour travailler la terre. Il faut donc que des paysans, que des bergers se soient saisis justement de cette occasion pour pratiquer l'agriculture et l'élevage, la Mésopotamie faisant partie en effet de ce que l'on appelle traditionnellement dans les manuels d'histoire le croissant fertile. Le croissant fertile qui couvre cette région-ci, qui redescend par le croissant fertile en couvrant le sud de la Turquie et l'île de Chypre, qui redescend dans le couloir syro-palestinien et qui couvre alors donc l'Égypte. Pour moi, ça ressemble plus à un boomerang qu'à un croissant. D'autant plus que dans les manuels, il faut faire très attention, c'est que vous avez souvent le croissant qui a cette forme-ci, alors qu'en fait, ici, on est en plein désert. Donc, s'il vous plaît, quand vous utilisez des manuels, vérifiez bien que le croissant correspond bien à une forme de boomerang et pas un croissant comme on peut en acheter dans les boulangeries dimanche matin, parce que c'est tout à fait faux. La Jordanie est prise dedans et par conséquent, on est en plein désert. Donc, on n'est pas dans le croissant fertile. Donc là, c'est une précaution méthodologique que je voulais vous donner. Nous sommes donc en pleine époque néolithique. Je vous rappelle que l'époque néolithique, c'est une période qui commence vers 12 000, 11 000 avant Jésus-Christ et qui se termine de fait avec la Révolution française, c'est-à-dire à la veille de la Révolution industrielle, et que l'invention de l'écriture, qui est évidemment très importante, ne marque pas une rupture véritablement dans la vie quotidienne des gens. Ça concerne essentiellement la vie des intellectuels, la vie des fonctionnaires. L'écriture était un moyen utilisé par l'État pour contrôler les territoires. Nous sommes donc dans cette vaste époque néolithique qui couvre, comme je vous disais, plus de 10 000 ans,
qui s'est arrêté tout récemment, jusqu'il y a 2 siècles, en tout cas dans nos régions, mais qui n'est peut-être même pas tout à fait terminé dans certaines régions du monde. Et cette période néolithique est marquée non seulement par la céramique, l'agriculture, l'élevage, la poterie, comme j'ai pu vous le dire antérieurement, mais elle est marquée également par la naissance de l'État. Et c'est dans cette région-là du monde, comme en Égypte, que les États vont apparaître. Au 3e millénaire, contrairement à ce qui se passe en Égypte, où vous avez un territoire qui va être unifié très très rapidement, vous avez de nombreuses cités-États. Ce sont des petits États, des micro-États. Un petit peu ce que l'on trouvera en Grèce à l'époque archaïque ou à l'époque classique. On aura, au 5e siècle avant Jésus-Christ, 200 cités grecques qui sont en fait des États indépendants. À l'époque qui nous intéresse, au 3e millénaire, il y a donc de nombreuses cités, toutes indépendantes les unes des autres. Alors, à l'origine, deux cités, États, vont dominer alternativement le pays. Tout d'abord, vers 2500, les Sumériens, puis vers 2300, les Akkadiens, c'est-à-dire ceux qui habitent dans la région d'Agadé. La région d'Agadé se situe ici. Puis, vers 2100, ce sont à nouveau les Sumériens qui l'emportent. Ensuite, au 2e millénaire, commence l'époque sans doute la plus connue de l'histoire de ces régions, et c'est un petit peu logique puisque les documents vont devenir plus abondants. Vous avez d'abord ce que l'on appelle l'empire paléo-babylonien, dominé au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ par le personnage d'Hammurabi. Hammurabi, qui est très connu, on l'étudie encore, il est toujours présent dans les manuels scolaires, essentiellement parce qu'il est l'auteur d'un code juridique, dans lequel le roi de Babylonie, qui a conquis une grande partie de la Mésopotamie et qui s'appelle Hammurabi, a donc fixé un certain nombre de règles de droit. Ces règles de droit apparaissent toujours sous la forme suivante. Si quelqu'un a fait telle chose, alors il devra payer une amende ou subira un sort équivalent, et précisément équivalent, à la faute qu'il a commise. C'est ce qu'on appelle la loi du talion. Si tu me crèves un œil, moi j'ai le droit de te crever un œil également. Si tu me casses une jambe, j'ai le droit, plus exactement le juge a le droit de te casser une jambe. Il y a donc quand même l'intermédiaire d'une juridiction, d'un tribunal. Ce n'est pas la vendetta, donc ce n'est pas le système de la Corse ou de la Sicile, où ce sont des clans qui règlent le compte entre eux. Dans ce code, il est prévu qu'il y ait une personne tierce, c'est-à-dire le juge, qui applique la sanction. Vous-même, vous ne pouvez pas l'appliquer. Alors ce code est très intéressant parce qu'il nous informe pas seulement sur le droit, il nous informe tout d'abord sur la pensée. Il nous informe sur la pensée et montre bien que les Grecs n'ont pas inventé la raison, comme on le dit souvent, le logos, mais que l'on trouve déjà au début du 2e millénaire avant Jésus-Christ, une pensée que l'on peut qualifier d'hypothético-déductive. C'est un mot que vous trouverez peut-être dans vos cours de pédagogie. Hypothético-déductive, puisqu'il y a si, alors. Si se passe telle chose, alors il y a telle conséquence. Donc on est déjà dans une certaine pensée logique. On n'est pas dans une pensée magique. On est dans la logique. Et c'est un grand progrès pour l'humanité, même si ces lois nous semblent tout à fait barbares, évidemment. Mais on introduit un tiers, qui est le juge, qui va décider la sanction et qui se veut juste.
il y a la notion de justice. Ça peut paraître évidemment barbare de crever l'œil de quelqu'un parce qu'il vous a crevé un œil, donc ça paraît barbare, mais il y a déjà la notion d'équité. Donc c'est un progrès. Ça évite qu'il y ait des guerres entre les clans, entre les familles. Donc cela vise la paix, malgré tout. Alors on avance un petit peu dans le temps. Ah oui, alors je vous ai dit que ça, c'est intéressant pour l'histoire du droit, c'est intéressant pour l'histoire de la pensée, mais dans ce texte d'Hammurabi, on trouve des tas de renseignements sur l'environnement, sur les pratiques sociales, sur les pratiques économiques. Par exemple. Alors, la période qui suit, c'est-à-dire en gros entre 1600 et 1300 avant Jésus-Christ, la Mésopotamie connaît une période de trouble où différents peuples dévalent du Zagros, en particulier les Kassites, et occupent la Babylonie. Donc c'est une période assez obscure pour le royaume babylonien. Puis alors on va passer à l'hégémonie assyrienne. Cette hégémonie assyrienne qui connaît deux phases. Une première phase au XIIe siècle avant notre ère, donc en gros entre 1200 et 1100, pour faire bref, puis apparaît une période obscure de 2 siècles entre 900 et 600. Je vous donne bien entendu des notes. En effet, au XIIe siècle apparaît donc cette nouvelle puissance, qui est une puissance guerrière, cruelle également, que sont les Assyriens. Les Assyriens, je vous ai dit, ils se trouvent dans la haute Mésopotamie et dans la partie nord-est essentiellement. Ils sont adossés au mont Zagros, dans une région qui est très bien irriguée. Donc ce n'est pas du tout une région marquée par la famine, par les difficultés d'ordre environnemental plutôt. Les Assyriens constituent un peuple qui vivent, je dirais, un petit peu sous la forme au rythme d'une pulsation presque cardiaque, puisque au printemps, ces guerriers partent à la conquête de territoires voisins essentiellement pour les piller. Ce ne sont pas vraiment des territoires qu'ils dominent, ils les pillent. Et puis pendant l'hiver, ils retournent dans leur camp de départ, dans leur région initiale, donc la Syrie, et ils vont vivre de leur pillage. Et puis chaque année, au printemps, ils repartent. C'est pour ça que je vous dis que ça ressemble un petit peu à une pulsation d'un cœur. Hein. Chaque année, ils repartent pour conquérir des terres, et puis chaque année, ils reviennent. Et je dis même, c'est même pas conquérir des terres, c'est essentiellement piller les récoltes, piller les ressources de ces peuples qui se trouvent à proximité de leur royaume. Au XIIe siècle, les Assyriens vont conquérir, c'est l'époque de Téglat-Phalazar, il y a eu plusieurs Téglat-Phalazar, hein, mais le grand souverain, qui va conquérir la Babylonie, donc ils iront jusqu'à Babylone. Ils vont conquérir également le nord de la Mésopotamie, puisqu'ils vont aller jusqu'en Syrie. Je dis bien en Syrie. Puis il y a une phase obscure entre 1100 et 900, et puis il y a la deuxième période brillante des Assyriens, qui va durer 3 siècles, et qui est marquée par de grandes conquêtes, puisque les Assyriens vont aller jusqu'en Égypte. En particulier au 8e et au 7e siècle, à l'époque d'Assurbanipal, puisqu'ils vont aller jusqu'à Thèbes. Et l'Assyrie va dominer l'Égypte pendant plusieurs décennies. Voilà en gros l'histoire purement politique, je dirais plutôt militaire de la Syrie, et enfin on arrive à l'époque néo-babylonienne, c'est-à-dire au 6e siècle avant Jésus-Christ. Cette période commence vers 612 avant Jésus-Christ, donc après la mort d'Assurbanipal et de son successeur, et lorsque les Babyloniens vont se révolter contre les Assyriens,
et qu'un souverain très célèbre également, qui s'appelle Nabuchodonosor, va dominer toute la Mésopotamie. Il vit, son règne dure grosso modo de la fin donc, du 7e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au milieu du 6e siècle. Je crois qu'il règne jusqu'en 562, si mes souvenirs sont bons, avant Jésus-Christ. C'est le même Nabuchodonosor qui va conquérir Jérusalem et qui, au tout début du VIe siècle, dans les années 597-596 avant notre ère, va exiler à Babylone l'aristocratie juive, et c'est donc au VIe siècle, à Babylone, qu'une grande partie de la Bible va être rédigée. Et c'est comme ça qu'il y a tellement d'influences mésopotamiennes dans ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, la Torah, qui a été écrite principalement donc, au VIe siècle avant Jésus-Christ. Voilà, alors maintenant on va passer à la civilisation. Alors la civilisation, on va commencer peut-être par la société. Alors c'est une société très hiérarchisée, qui est dominée par des rois, ou par un roi pendant les périodes d'unification, celle que j'ai citée il y a quelques instants, mais qui est dominée par des rois, et ces rois sont tout-puissants, ils ne possèdent pas la terre, parce qu'officiellement la terre appartient à une divinité. Mais eux sont les lieutenants des dieux sur terre. Ils ne sont pas donc des dieux comme les pharaons. Il y a donc une nuance importante à marquer quand on compare ces deux peuples, ces deux civilisations. Ces rois donc sont tout-puissants, ils représentent Dieu, ils sont entourés de ce que j'appellerais les cadres du régime, pour utiliser une expression un petit peu anachronique, mais qui dit bien ce qu'elle veut dire. Pour entourer la population, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des fonctionnaires, il faut des militaires et il faut des prêtres. Ils ont tous une fonction précise dans l'encadrement de la société. Vous avez tout d'abord la fonction idéologique, qui est celle des prêtres, c'est de maintenir la population dans la soumission par rapport aux puissants, en leur faisant croire qu'il y a un ordre social qui a été fixé de toute éternité et qui est légitimé par les mythes. Ensuite, vous avez des fonctionnaires qui sont chargés de diriger les travaux d'irrigation, de creusement des canaux, de percevoir l'impôt. C'est surtout ça. N'oubliez pas qu'à ces époques-là, le rôle de l'État est quand même relativement réduit, je dirais, quant à l'aide à la collectivité. Il s'agit essentiellement de prédateurs, de puissants qui prennent au petit peuple à, comment dirais-je, une partie des récoltes, en particulier, ou une partie du bétail. Ensuite, vous avez l'armée. Alors, l'armée a surtout joué un rôle très important chez les Assyriens. Les Assyriens avaient une cavalerie, ils avaient une infanterie, ils avaient des troupes du génie, donc des ingénieurs, qui en particulier construisaient des tours pour s'approcher des murailles des villes à conquérir. Ces génies, les membres de ce corps de génie étaient chargés de construire des ponts également, d'effectuer un travail de sape sous les murailles des villes assiégées de telle manière que les murailles s'effondrent. Vous aviez également des chars, mais des chars qui n'étaient pas très efficaces, mais enfin il y avait déjà des chars. Voilà. Alors sur ces chars, en général, on trouvait des porte-boucliers, et alors il y avait une personne qui était chargée de lancer des lances ou des flèches, et donc il y avait souvent 3 personnes sur ces chars. Donc, vous imaginez, ce n'était pas toujours très maniable vu le poids des gens qui se trouvaient dessus. Alors, on arrive maintenant, je dirais, à l'essentiel de la société. Parce qu'ici, je vous ai parlé des superstructures de la société, celles qui sont là pour dominer idéologiquement, financièrement,
administrativement la population. La grande partie de la population est constituée de paysans et de bergers nomades. On est dans une civilisation de type néolithique. Donc les paysans représentent plus de 90% de la population sans aucun doute. Je vous ai indiqué tout à l'heure où l'on trouve les paysans et où l'on trouve les bergers. Je veux bien vous montrer sur le tableau quelles sont les zones où on les trouve essentiellement. Les bergers, mais on les trouve essentiellement, les nomades, dans la partie steppique, ici, en Haute-Mésopotamie. On en trouve un petit peu partout, mais surtout là. Et dès que la zone agricole a tendance à s'estomper, une fois qu'on est à quelques kilomètres des deux fleuves, l'Euphrate et le Tigre, la zone irriguée, où on trouve essentiellement les paysans, c'est dans cette région-ci et cette région-ci. Voilà. Il y a une caractéristique que l'on trouve en Mésopotamie et que l'on ne trouve pas en Égypte. Je vous avais expliqué que l'Égypte a vécu très longtemps en vase clos. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de commerce international, il y avait du commerce local, et le commerce international, je vous ai dit, peut-être au tournant du XVIe siècle et du XVe siècle avant Jésus-Christ, au début de la XVIIIe dynastie, à l'époque d'Hatshepsut, qui a envoyé des bateaux jusque dans la région du Punt, c'est-à-dire la région à la Somalie, si vous voulez, pour aller chercher du bois. Mais pour le reste, l'Égypte n'a pas fait du commerce de type international. En Mésopotamie, c'est tout à fait différent, parce que la Mésopotamie se trouve au croisement non seulement de voies navigables, mais aussi de routes pratiquées par les caravanes. Donc on circulait du nord au sud, ou plus exactement du nord-ouest au sud-est. On voyageait également vers l'Arabie, parce que dans le sud de l'Arabie en particulier, ce qu'on appelle maintenant le Yémen, parce que dans l'Antiquité on appelle l'Arabie heureuse, Félix Arabia, mais également d'ouest en est, il y a des tas de caravanes. Et donc, la Mésopotamie a été très rapidement une région où le commerce était intense. On trouve de grandes maisons de commerce. Alors, on commerçait avec quoi? Eh bien, c'était le bétail. C'était les céréales, bien entendu. Toutefois, avant le 6e siècle avant notre ère, le 7e, 6e siècle avant notre ère, il n'y a pas de monnaie. Et si vous lisez le Code d'Hammurabi, qui date des environs de 1750 avant Jésus-Christ, vous verrez qu'il est question de cycles d'argent. Mais les cycles d'argent ne sont rien d'autre que des poids en métal qui servent, si vous voulez, de monnaie, mais ce ne sont pas des monnaies estampillées, ce ne sont rien d'autre que des poids en métal. Donc quand on vous dit, voilà, 3 moutons valent autant de cycles d'argent, c'est simplement un moyen de comparaison. Et donc on va vous payer effectivement avec un certain poids d'argent ou d'un autre métal. Mais ce n'est pas une monnaie au sens strict. Cela, il faudra attendre, donc la monnaie va apparaître en Lydie au VIe siècle avant Jésus-Christ, c'est l'époque du fameux roi de la légende, le fameux roi de la légende, donc Midas, et un autre roi qui lui a vraiment existé, c'est Crésus, qui trouvait tellement d'or dans les rivières de la Lydie, que le nom des fleuves de la Lydie, que le nom du fleuve qui coulait justement en Lydie, c'est le Pactole. Et le mot Pactole est resté à l'heure actuelle, comme vous savez. Le Pactole, c'est un fleuve, je peux vous montrer ça si je trouve une... peut-être elle est derrière. Voilà. Le Pactole se trouve ici. Ça va? Je ne vois pas bien ici. C'est un de ces... Je crois que c'est ce fleuve-ci, le Pactole.
l'autre étant le méandre. Alors le méandre, là, ce fleuve a donné son nom à une situation particulière que vous connaissez bien. C'est un fleuve qui connaît beaucoup de méandres, justement, et bien, qui connaît beaucoup de... quand le cours du fleuve n'est pas en ligne droite, eh bien, on dit qu'il a des méandres. Et c'est le nom également c'est le fleuve d'Asie mineure qui a donné son nom à cette particularité, je dirais, dans le domaine fluvial. Voilà. Alors, voilà pour le commerce. Oui, alors il y a aussi les esclaves, bien entendu, ceux qui se trouvent tout en bas des classes sociales. Alors les esclaves sont beaucoup plus nombreux qu'en Égypte. Beaucoup plus nombreux qu'en Égypte. Alors on pouvait devenir esclave à la suite de plusieurs phénomènes. Soit on pouvait naître esclave parce que vos parents étaient esclaves. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, on pouvait être fait esclave, et chez les Assyriens, c'était le cas de la grande majorité des gens, parce qu'on était prise de guerre. Prise de guerre, tout simplement. Et enfin, il y a un dernier élément qui apparaît dans le fameux code d'Hammurabi du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. On pouvait être fait esclave parce que l'on était endetté. Et l'on pouvait être fait esclave, ce qui paraît assez étonnant pour nous, mais seulement pour quelques années. Cela correspondait à l'importance de la dette que vous aviez contractée auprès d'un créancier. Donc si la dette n'était pas très importante, on pouvait être simplement fait esclave, on se rendait esclave soi-même, par décision du juge, pour 6 mois ou pour 1 an. Et puis on retournait à la liberté. Ça nous paraît assez étonnant, mais ça se passait comme ça en Mésopotamie. On va passer maintenant à d'autres aspects de la civilisation mésopotamienne et peut-être, puisque je vous avais parlé beaucoup de la religion pour l'Égypte, quelques éléments sur la religion en Mésopotamie. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le roi ou les rois ne sont pas des dieux, ils sont des lieutenants des dieux sur terre. La terre appartient aux dieux, en fait. Eux-mêmes sont, je dirais, les dépositaires de la propriété, des propriétés du Dieu. Alors, ces dieux sont très nombreux. Je vous ai dit qu'il y a de multiples cités-États et qu'à part les périodes d'unification qui sont relativement rares, eh bien, les dieux sont très nombreux. Il y a toutefois certains dieux qui dominent les autres, enfin qui sont plus importants. On trouve en Assyrie, on trouve Assur, qui a donné son nom à la Syrie, et qui a donné son nom à la fameuse ville que je vous ai montrée tout à l'heure sur la carte. En Mésopotamie, vous avez surtout Marduk. Vous avez également 2 autres dieux qui sont assez importants. Il y a Shamash, le dieu du soleil, et il y a une déesse, dont le nom d'ailleurs est resté dans ces régions-là, la déesse de la lune qui est Ishtar. Il y a encore des gens qui se prénomment Ishtar au Moyen-Orient. Alors, les prêtres ont une fonction essentiellement liée à celle de sacrifice, et on est dans un système de donnant-donnant. On a peur des dieux, donc on fait des sacrifices essentiellement pour calmer le dieu qui pourrait se venger si on ne lui fait pas à l'occasion des dons ou des offrandes. Les rites sont très importants, comme chez les Égyptiens. Donc les Mésopotamiens sont très maniaques. Autrement dit, je vous ai déjà dit que ça relève des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Ils sont très maniaques également. Donc ce n'est pas la croyance qui importe, c'est essentiellement les gestes qui sont faits, qui sont essentiels pour ne pas s'attirer la foudre des dieux. Les Sumériens ont été les premiers à construire des temples qui ne doivent pas être confondus avec des pyramides. C'est ce que l'on appelle des ziggourats. En fait, les ziggourats ont cette forme-ci,
Si vous prenez la grande ziggourate d'Our, par exemple, qui est reconstituée, parfois 4 niveaux, voilà. En fait, ce ne sont pas des pyramides. Ce sont donc, oui, c'est pas du tout symétrique. Hein. Ce que j'ai fait, c'est parce que j'avais le regard directement sur le tableau. Hein. Donc, vous pouvez imaginer une parfaite symétrie, bien entendu, ici. Hein. Donc, en fait, il y a plusieurs niveaux, mais ces escaliers, parce qu'il s'agit bien d'escaliers quand même, comme pour les pyramides, hein, sont destinés à se rapprocher, je dirais, du sommet de ce qui symbolise une montagne. En fait, c'est une montagne qui est symbolisée. Et au-dessus de ces ziggourats, vous avez souvent un observatoire, un petit peu comme chez les Mayas, si vous voulez. Et vous y avez des astrologues qui sont en train d'observer le ciel. Ce ne sont pas des tombes. Il faut que la chose soit tout à fait claire. Hein. Quand vous allez, si vous allez en Irak, ben vous allez trouver des ziggourats qui sont reconstitués. Elles ont complètement disparu. Pourquoi? Parce qu'elles n'étaient pas faites en pierre. C'était en fait de la brique rue, et donc ça a constitué, comme dans beaucoup de régions de l'Irak, de ce qu'on appelle des tels, c'est-à-dire des collines. Hein. On a superposé parfois même plusieurs villes, ou parfois plusieurs temples les uns sur les autres, mais tout cela, ce n'était pas construit en dur comme les pyramides égyptiennes, ou comme les temples funéraires, ou les temples tout court, que l'on trouve sur les rives gauche, ouest, occidentale, orientale en Égypte. Alors, je crois vous avoir dit l'essentiel pour la région. Non, quand même, il y a quand même des choses à vous dire aussi. C'est qu'ils croyaient en des génies. Alors, il y avait des bons génies et des mauvais génies. Parmi les bons génies, qui trouve-t-on? Eh bien, ce sont ces fameux taureaux ailés qui se trouvaient à l'entrée des palais, par exemple à Khorchabat, hein, donc en Haute-Mésopotamie, en Assyrie. Ces taureaux ailés qui sont gigantesques, monumentaux, vous pouvez en trouver des exemples au Louvre. Oui, je ne vous ai pas dit tout à l'heure que le code d'Hammurabi qui fait 2,25 m se trouve au Louvre également. Vous pouvez en voir une copie également à l'Université de Louvain. C'est une simple copie, hein, c'est du carton-pâte, enfin ça présente exactement le code d'Hammurabi. Voilà donc, oui, et alors il y avait les mauvais génies. Alors ces mauvais génies, hein, qui est assez célèbre, c'est le démon Pazuzu, hein, il vous voulait du mal, c'était des démons en fait. C'était des démons. On s'est d'ailleurs servi de la fameuse statuette du démon Pazuzu dans des films de science-fiction. Hein, c'est assez flagrant évidemment pour ceux qui connaissent un petit peu l'archéologie, on dit mais enfin c'est Pazuzu, celui-là. Et ces bons et ces mauvais génies, ils vont réapparaître, tenez-vous bien, dans la religion islamique. N'oubliez pas que les Arabes, c'est tout à fait à proximité, hein, sauf que les Arabes vont rester polythéistes jusqu'au 7e siècle, jusqu'à Mahomet. Ce sont des polythéistes, même si certains d'entre eux étaient judaïsants ou christianisants. On avait des chrétiens et des juifs à la Mecque, à la Médine. Mais pour le reste, c'était des polythéistes. Et comme souvent dans le cadre des religions, une religion dominante l'emporte sur une autre, et une fois qu'elle l'emporte sur une autre, elle se sert des éléments antérieurs, essentiellement, je dirais, pour intégrer les populations dominées. Je vous ai déjà expliqué souvent ça pour les Celtes. Vous vous souvenez, je vous dis que les dieux celtes ont été récupérés comme saints chrétiens au Moyen-Âge. Eh bien, vous avez la même chose. Et chez les Arabes, chez les musulmans, on les appelle des djinns. Ça vous dit certainement quelque chose, les djinns. Eh bien, le mot djinn, ce n'est pas un mot arabe, contrairement à ce que vous pouvez penser. Djinn, ça vient du mot génie en latin, qui est le pluriel du mot génius, qui veut dire génie. Alors, parmi les pratiques que l'on trouve en Mésopotamie, il y a aussi ce que l'on appelle la divination. La divination consiste à essayer de déceler ce que nous réserve l'avenir à partir de différents moyens. Ça peut être à partir de l'observation des astres, et c'est l'origine de l'astrologie, qui elle-même donnera à un moment donné lieu à l'astronomie,
faut bien distinguer les deux. L'astrologie, c'est l'observation des astres qui sont censés déterminer votre destin. Vous savez qu'à l'heure actuelle, il y a encore des gens qui regardent leur horoscope, hein, en imaginant que la conjonction des astres ou de planètes particulières à un moment donné peut déterminer les circonstances de votre vie à un moment donné, hein, à bien distinguer donc de l'astronomie qui, elle, est une science, qui est la science des mouvements des planètes, du fonctionnement de l'univers d'une manière générale. Alors, outre l'astrologie, il y a un autre moyen qui était utilisé à l'époque et qui est de disséquer le foie, hein, d'animaux, et en observant donc la forme du foie, les différentes parties du foie, des devins prétendent déterminer l'avenir. C'est ce qu'on appelle l'hépatologie. Vous connaissez le terme hépatite, hein, maladie du foie, et l'hépatologie, c'est donc la science du foie. Mais la science du foie qui consiste donc à essayer de déceler les secrets de votre destin. Voilà un certain nombre d'éléments. Alors, vous voyez qu'à cette époque-là, nos catégories ne sont pas applicables. Je vous ai dit la société, la religion, éventuellement les sciences. Vous voyez très bien qu'il y a comment dirais-je, une zone floue entre ce que nous appelons la religion et entre ce que nous appelons les sciences. C'est le cas en particulier de l'astrologie et de l'astronomie. Maintenant, si vous prenez le cas de la médecine, c'est un petit peu semblable. La médecine, comme chez les Égyptiens, est constituée d'un certain nombre de recettes, on appellerait des recettes de bonne femme, si vous voulez. On va consulter des médecins qui ressemblent plus à des marabouts qu'à autre chose. Vous savez, ce sont des gens qui prétendent guérir vos maladies en observant un certain nombre de choses et surtout en se faisant vraisemblablement rémunérer, hein, de manière pas toujours correcte, hein, qui prétendent vous guérir à partir de potions magiques, hein, si je peux dire. Hein, vous avez déjà vu ça, ou reçu dans vos boîtes aux lettres, encore maintenant, hein, le professeur ou le maître, un tel, c'est souvent des Africains, hein, qui prétend vous apporter le bonheur, l'argent, l'amour et la santé. Donc c'est un peu ce genre de choses qu'on trouve à l'époque. Mais à côté de la médecine qui, à nos yeux, n'a vraiment rien de scientifique, il y a malgré tout des disciplines que nous pourrions appeler scientifiques qui se font jour. C'est d'abord le cas dans le domaine des mathématiques. Il faut savoir qu'en Mésopotamie, on travaillait sur deux types de bases, base décimale ou base sexagésimale, autrement dit sur base 10 ou sur base 60. La base décimale, vous la connaissez, elle est basée évidemment sur le fait qu'on a 10 doigts, hein, sur nos deux mains, j'espère ne rien vous apprendre, hein, et qu'à partir de là, on peut calculer. C'est ce qu'on appelle la base 10. Et c'est celle que nous utilisons couramment. Mais à côté de ça, il y a la base sexagésimale, que nous utilisons depuis les Mésopotamiens. C'est la base 60. Pensez aux heures. Il y a 60 minutes. Dans chaque minute, il y a 60 secondes. Et puis, si vous prenez maintenant les semaines, les mois, les années, vous allez voir qu'il y a un peu plus de 360 jours, hein, parce que 360 degrés, faites le tour complet, hein, d'un cercle avec 360 degrés, hein, vous êtes bien d'accord. Hein. Alors ça sert non seulement à calculer les heures, mais ça sert à calculer également les latitudes, les longitudes. Hein. Vous savez quand même aussi qu'il y a 24 heures dans une journée, 24 c'est un multiple de 6 aussi, hein, qu'il y a 12 mois dans l'année, évidemment ça c'est lié à la révolution de la Lune par rapport à la révolution de la Terre autour du Soleil. Hein. Donc nous sommes de ce point de vue-là les héritiers des Mésopotamiens. Donc vous devez vous dire que depuis plus de 4000 ans, nous utilisons un système de calcul, hein, qui est
décimale et surtout sexagésimale, qui remonte donc à cette époque très reculée. À l'époque des Mésopotamiens également, on utilise aussi l'algèbre pour résoudre des équations. Alors, on élève également au carré et au cube. Tout ça pour vous dire que quand on parle des Arabes, qui ont joué un rôle très important au Moyen-Âge dans le domaine des mathématiques, comme vous le savez, qu'on se servit aussi de relais entre les Indiens, les Persans et l'Occident. Eh bien, peut-être que derrière les Arabes, il faut peut-être voir aussi qu'il y a ces Mésopotamiens qui sont nos lointains ancêtres sur le plan intellectuel, même si sur le plan linguistique, nous leur devons pratiquement rien. Voilà. Alors, je ne tiens pas du tout, faute de temps principalement, je vous en parlerai dans d'autres cours, je ne tiens pas ici à vous expliquer les différents aspects artistiques de l'histoire de la Mésopotamie. L'histoire de la littérature non plus. Quoique, je peux quand même vous en dire un tout petit mot, il faut savoir que la Bible, elle n'est pas née de rien. Je vous ai dit tout à l'heure que les Hébreux, les Juifs donc, ont séjourné au VIe siècle avant Jésus-Christ à Babylone, en Mésopotamie. Et que les intellectuels juifs qui composent la Bible vivent dans un milieu qui n'est pas quelconque. Ils sont entre ces fameux deux fleuves, ils sont à Babylone. Et que lorsque l'on lit la Bible, on dit c'est la Bible des Juifs, oui, mais c'est une Bible des Juifs qui est fortement teintée par la culture mésopotamienne, la culture babylonienne. Et cette culture babylonienne elle-même a été fortement influencée par la culture qui la précédait, c'est-à-dire la culture sumérienne. Et c'est ainsi que pour prendre un cas, ou deux cas précis, le cas de la création, eh bien, telle qu'elle est racontée dans la Bible, eh bien, on la retrouve en fait dans la mythologie sumérienne. Même chose pour le déluge que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est lié à des événements historiques, concrets. Je vous ai dit que la zone de la basse Mésopotamie est une zone fréquemment inondée, mais on peut le voir tout simplement lorsque les archéologues sont en train de creuser, lorsqu'ils ont découvert la fameuse tombe d'Our, qui date de 2800 avant Jésus-Christ, on a trouvé dans cette tombe différents niveaux qui correspondent justement à des périodes d'inondation. Et donc l'archéologie vient au secours du texte biblique qui correspond donc à l'épisode de Noé et de sa fameuse arche, dans laquelle il avait rassemblé des mâles et des femelles de toutes les espèces vivantes sur Terre, nous raconte le récit de la Genèse, en tout cas. Eh bien, le récit du déluge, c'était vraiment une stupéfaction pour les savants du XIXe siècle, la deuxième moitié du XIXe siècle, que de le trouver pratiquement tel quel en décryptant les tablettes cunéiformes. Vous imaginez, ils déchiffrent pour la première fois des tablettes dont on ne connaissait pas le contenu, et ils ont vu comme ça, sur des lignes entières, tout l'épisode de Noé qui était mis sur ces tablettes d'argile. Parce qu'il faut savoir que les Sumériens, les Babyloniens, les Assyriens écrivaient sur des tablettes d'argile, et les tablettes qui nous sont restées, ce sont celles qui, paradoxalement, étaient présentes dans des palais qui ont été incendiés. Et c'est l'incendie qui a permis la conservation en durcissant l'argile. On aura un phénomène tout à fait semblable lors de la destruction des palais mycéniens, donc en Grèce, en Argolide, au XIIIe, XIIe siècle avant Jésus-Christ. Voilà. Je crois vous avoir dit l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur la civilisation mésopotamienne, et il me reste maintenant à vous donner quelques références bibliographiques qui pourront vous servir soit pour vos préparations de leçons, soit comme d'habitude pour parfaire votre culture générale dans les prochaines années dans votre carrière. Alors, je commence tout d'abord par un ouvrage très général, qui est tout à fait remarquable, qui ne coûte pas très cher, qui s'intitule « Le monde de la Bible », publié
dans la collection Folio Histoire, donc chez Gallimard. Alors c'est un ouvrage tout à fait remarquable, composé peut-être d'une quarantaine de chapitres, chaque fois rédigés par des spécialistes, mais des spécialistes de toutes les régions qui ont été en contact avec le peuple juif. Donc il y est question aussi bien des Égyptiens, on ne dit pas que Moïse, au XIIIe siècle avant notre ère, a séjourné en Égypte. Il y est question des Phéniciens, il y est question des Hittites, il y est question des Babyloniens, des Assyriens, des Élamites, de tous les peuples qui se trouvaient dans le couloir syro-palestinien, des Juifs eux-mêmes, bien sûr. Et donc vous avez de nombreuses pages, il y a près de 150, si pas 200 pages, consacrées au peuple de la Mésopotamie. Un ouvrage remarquable, écrit par les plus grands spécialistes. Vous avez par exemple Paul Garelli, vous avez Jean Bottero, enfin des gens très célèbres dans le domaine de la sériologie qui ont écrit dans ce volume. Alors un petit que sais-je, les que sais-je c'est toujours utile. C'est pas très gros, 128 pages. C'est toujours écrit par des spécialistes aussi. Cet ouvrage, ce petit que sais-je, est consacré donc à l'Antiquité orientale. Quand on dit Antiquité orientale, il faut bien comprendre la Mésopotamie. Ça ne concerne évidemment pas la Chine ou l'Inde à cette époque-là. Alors, dans la collection Peuples et civilisations, vous avez le livre dirigé par Pierre Lévesque, qui est un helléniste, qui s'intitule Les premières civilisations, et qui couvre, je dirais, la civilisation égyptienne, les civilisations mésopotamiennes, en comprenant donc les Hittites, les Mitanniens, les Kassites, les Élamites, etc. Ouvrage qui a pratiquement le même contenu de Jean Dessay, donc les civilisations de l'Orient ancien. La particularité de cette collection, que je vous ai déjà montrée à la bibliothèque précédemment, c'est qu'à la fin, vous avez un index, mais qui est au fond un lexique très complet, avec des explications de toutes les notions importantes. C'est un ouvrage qui est également illustré. Je vous montrer l'une ou l'autre illustration. De très belles illustrations. Malheureusement, cet ouvrage n'a pas été repris dans la petite collection Champ-Flammarion, comme c'est le cas d'autres ouvrages de la même collection. Dans la collection Nouvelle-Kio, sous la direction de Garelli, que je vous ai déjà cité, le Proche-Orient asiatique, il y a 2 tomes. Voilà, concernant notre sujet. Dans les collections de l'histoire, c'est le numéro 22, l'Orient ancien, sumérien, hittite, phénicien, babylonien. Dans la collection Time Life, les grandes époques de l'homme, un ouvrage remarquable intitulé Le berceau de la civilisation, écrit par le grand spécialiste des Sumériens, Kramer, dont je vous parlerai un petit peu plus tard, qui était professeur à l'Université de Pennsylvanie, qui est décédé maintenant. Alors, un ouvrage qui se trouve à la bibliothèque de l'école, publié chez Brepols, de Michael Roth, Atlas de la Mésopotamie et du Proche-Orient ancien. Vous avez de très belles cartes, de très belles illustrations, et ça couvre donc l'ensemble des peuples de Mésopotamie, y compris les Perses. Voilà. Vous voyez, il y a de nombreuses cartes, c'est très très bien fait, c'est un grand spécialiste aussi. Chez Terrail, l'Orient ancien, sous la direction de Annie Cobet et Patrick Puisségur, l'Orient ancien, très belles illustrations aussi. Enfin, il y en a partout, vous savez. Ce sont des livres d'histoire de l'art tout à fait remarquables. Dans le même genre, aussi un ouvrage d'un grand spécialiste de Rouda, enfin sous la direction de Rouda, préfacé par Jean Bottero, qui est le grand spécialiste de la Mésopotamie, qui était professeur à l'école pratique des hautes études, 6e section, l'Orient ancien. Je vous montre quelques...
Voilà, mais je crois que c'est pas la muraille de Babylone, là, je l'ai à l'envers, hein, donc je ne me rends pas bien compte. Page de droite. Non, c'est le temple d'Ishtar. Ben ça, ce sont les murailles de Babylone. Je ne sais pas pourquoi il y avait une certaine ressemblance vue de loin, évidemment. Je regarde les choses à l'envers. Alors, sur les origines de l'écriture, un ouvrage très général sur l'ensemble des écritures utilisées dans l'Antiquité, que ce soit les hiéroglyphes, que ce soit le cunéiforme, que ce soit l'alphabet inventé par les Phéniciens, que ce soit, qu'est-ce que je vous ai dit, les hiéroglyphes, le cunéiforme, ça peut être aussi le linéaire A, le linéaire B, en Crète et à Mycène. Alors ça, c'est le catalogue d'une exposition qui a été présentée à la Société Générale de Banque, enfin, c'est appelé par la suite Fortis, et maintenant ça a été récupéré, comme vous savez, par la BNP. Donc, en Syrie, aux origines de l'écriture, aussi très bel ouvrage. Bon, enfin, on vous explique des tas de choses hein, sur ces premières écritures du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Si maintenant l'un d'entre vous était vraiment passionné par l'histoire de cette civilisation, je ne peux que recommander le cours de langue acadienne. Alors l'acadien, je vous ai dit, c'est la langue utilisée par les Mésopotamiens, qu'ils soient assyriens ou babyloniens. L'acadien était la même langue, je vous ai dit que le babylonien et l'assyrien ne sont que des dialectes. Je ne peux que recommander l'ouvrage, enfin le syllabus de Philippe Talon, hein, qui est le cours qu'il donne à l'Université de Bruxelles. Alors, un dictionnaire, le dictionnaire des civilisations anciennes de Guy Rachet, chez Larousse, pour l'ensemble des civilisations de l'Orient ancien. Donc on trouve aussi bien les Juifs là-dedans que les Perses, par exemple. Cramer, ce professeur de Pennsylvanie, qui écrit tout un ouvrage sur l'histoire commence à Sumer, 3e millénaire avant Jésus-Christ. Les sujets abordés sont tout à fait passionnants. Je vais vous en citer quelques-uns. Donc, il y est question évidemment de sujets comme le gouvernement, la guerre, mais aussi par exemple la délinquance juvénile, vous imaginez, il y a 4500 ans. La vie d'un écolier, l'horticulture, l'agriculture, le mariage, le déluge, la mise à bord d'un dragon, enfin voilà, donc des tas de sujets hein, qu'on ne penserait pas trouver hein, dans cette mythologie qui remonte donc à plus de 4000 ans. Un ouvrage d'un grand spécialiste de Sumer, de Jean-Jacques Lasner, Écrire à Sumer, qui s'oppose à la théorie classique selon laquelle l'écriture serait née des besoins comptables. Et il étudie l'écriture en tant que telle. Alors, Garelli, professeur au Collège de France, petit que sais-je sur la stéréologie, donc ce n'est pas seulement l'histoire de la discipline, mais c'est aussi l'histoire de la Mésopotamie. On trouve les deux. Donc la première partie du que sais-je, c'est l'histoire donc, des découvertes, et la deuxième partie, c'est l'histoire des sociétés elles-mêmes. Alors un grand spécialiste aussi, Georges Roux, la Mésopotamie, dans la collection Point. Figurez-vous que c'était un médecin d'une compagnie de pétrole en Irak, hein, qui a consacré toute sa vie à l'étude des peuples mésopotamiens au point d'être devenu un grand spécialiste, alors qu'il n'était pas archéologue ou historien au départ. De Jean-Jacques Lasner aux belles lettres, la Mésopotamie, c'est le même Lasner que je vous ai cité tout à l'heure, qui est chercheur au CNRS en France. Alors c'est un ouvrage très didactique. Vous avez des chapitres, regardez, c'est présenté comme un manuel, avec des chapitres sur la religion, sur la société, sur l'économie, sur la civilisation. Ça se présente vraiment comme un manuel, donc je crois que c'est facilement utilisable pour des préparations de leçons. Alors, davantage porté sur l'histoire de l'art, de Jean-Claude Margueron, aussi un grand spécialiste donc, de la Mésopotamie chez Nagel. Alors, sur l'histoire de la Mésopotamie au 1er millénaire avant Jésus-Christ de Francis Johannes,
Dans la collection U chez Armand Collin, vous avez beaucoup de textes qui sont repris et analysés dans ce volume. Alors, sur encore quelques ouvrages généraux, toujours de Jean Bottero, que j'ai pu citer déjà précédemment, Mésopotamie, l'écriture, la raison et les dieux. C'est dans cet ouvrage-ci qu'il développe en particulier la thèse selon laquelle la raison n'est pas une invention des Grecs, et que l'on trouve déjà cette pensée hypothético-déductive donc déjà 2000 ans avant notre ère. Alors de Sylvie Laken-Bacher, Le palais sans rival, le récit de construction en Assyrie. Alors ça nous intéresse non seulement au premier degré pour savoir comment construisaient les palais, mais ça nous intéresse également du point de vue de l'histoire des mentalités, parce que chaque fois qu'un roi montait sur le trône, il construisait une nouvelle ville et il faisait un récit, faisait graver dans la pierre un récit de l'histoire de la construction de son palais, et ce qui lui permettait de légitimer son pouvoir. Sur la science mésopotamienne d'André Pichot, dans la collection Folio Essai, alors je vais peut-être vous montrer 2 ou 3 pages pour vous montrer que les Mésopotamiens faisaient des calculs parfois très compliqués. Je ne sais pas si la caméra va pouvoir reprendre les calculs que l'on trouve ici. Déjà en Mésopotamie, il y a plus de 4000 ans, vous imaginez, avec des racines carrées, des élévations au carré et au cube. Alors là, c'est un ouvrage qui a été écrit par 3 grands spécialistes, Bottero, que j'ai déjà cité, Jean-Pierre Vernant, professeur de la pensée grecque au Collège de France, et alors c'est Cécile, je crois. Attendez, je ne sais plus lire, je sais plus, enfin, c'est une dame qui s'appelle, enfin, je crois que c'est Cécile Ehrenschmidt, dans la collection plurielle. C'est en fait l'héritage de l'Orient ancien dans notre société. Donc ils montrent, en fait, les 3 auteurs montrent en quoi, justement, les Mésopotamiens nous ont apporté un certain nombre de choses dans le domaine de la pensée en particulier. Concernant l'histoire des religions de Jean Bottero, en folio Histoire, la plus vieille religion en Mésopotamie, toujours du même avec le fameux Cramer dont je vous ai déjà parlé, Lorsque les dieux faisaient l'homme, mythologie mésopotamienne. Alors là, c'est l'étude de récits mythologiques, comme bien entendu d'abord celle du récit de la création et le récit du déluge, et les combats que Gilgamesh, qui était le grand héros, qui était un demi-dieu, si vous voulez, pour les Mésopotamiens, toute son épopée qui ressemble un petit peu à l'épopée d'Hercule, si vous voulez. Alors, dans la collection Dossiers d'archéologie, tout un numéro sur le code d'Hammurabi. Alors, je vous donne le numéro, c'est le numéro 288, novembre 2003. Si je vous montre ce numéro, c'est que le code d'Hammurabi est souvent le moyen par lequel on rentre en secondaire dans la civilisation mésopotamienne. Vous voyez le dessus de cette stèle, je vous ai dit qu'elle faisait 2,25 m, et vous avez la partie supérieure où on voit le roi Hammurabi qui est face au dieu que l'on reconnaît parce qu'on voit de la fumée qui est en train de sortir de ses épaules. Alors, 2 livres encore sur un peuple que j'ai évoqué, un peuple indo-européen, ce sont les Hittites. Alors cet ouvrage est dû à une Allemande qui s'appelle Rim Schneider, Le monde des Hittites, publié chez Buchet-Chastel. Et un petit que sais-je, d'Isabelle Knock-Fontanil, voilà, les Hittites. C'est le numéro 3340. J'ai dit.